compositeur et écrivain Jean-Jacques Rousseau est un solitaire, un marginal de génie qui a néanmoins vécu une amitié forte avec Denis Diderot. Elle s'est achevée dans la brouille et la déception, comme beaucoup d'amitiés exigeantes. Comme celle, par exemple, entre Nietzsche et le compositeur Richard Wagner. Nietzsche a aidé Wagner à imaginer son projet de Bayreuth, mais il s'en éloignera dès le début. Plus tard, il écrit, à propos de Wagner, « Nous étions amis et nous sommes devenus étrangers. C'est bien ainsi qu'il nous est fallu devenir étrangers. C'est une loi au-dessus de nous. C'est pourquoi la pensée de notre ancienne amitié doit nous être sacrée. » Rousseau et Diderot, quant à eux, avaient tout pour s'entendre. Écrivains et philosophes, l'un et l'autre, ils aspiraient à une transformation profonde de la culture et de la société. Diderot avait des goûts qui le portaient plutôt vers le théâtre et la peinture. Rousseau, lui, était passionné de musique. Lorsqu'il rencontre Diderot, il a 30 ans. Il se trouve à Paris sans argent et pour en gagner, il travaille à faire reconnaître un nouveau système de notation musicale. À propos du début de leur amitié, Rousseau note dans ses confessions. Il aimait la musique, il en savait la théorie, nous en parlions ensemble. Il me parlait aussi de ses projets d'ouvrage. Cela forma bientôt entre nous des liaisons plus intimes, qui ont duré 15 ans et qui probablement dureraient encore si, malheureusement, et bien par sa faute, je n'eusse été jeté sur le même métier. Ils tentent ensemble de lancer un petit journal, le Persifleur, mais sans succès. Ils collaborent à l'encyclopédie. Rousseau étant chargé des articles sur la musique, dont il tirera un peu plus tard son remarquable essai sur la musique française. En 1749, Diderot est emprisonné au donjon de Vincennes, ce que Rousseau évoque ainsi. Je le crus là pour le reste de sa vie. La tête faillit m'en tourner. J'écrivis à Madame de Pompadour pour la conjurer de le faire relâcher ou d'obtenir qu'on m'enfermât avec lui. Puis, quelque temps plus tard, écrit Rousseau, j'appris l'agréable nouvelle que Diderot était sorti du donjon et qu'on lui avait donné le château et le parc de Vincennes pour prison. Je volais dans les bras de mon ami, moment inexprimable. Il n'était pas seul. En entrant, je ne vis que lui. Je ne fis qu'un saut, un cri, je collai mon visage sur le sien, je le serrai étroitement sans lui parler autrement que par mes pleurs et mes sanglots. J'étouffais de tendresse et de joie. Son premier mouvement, sorti de mes bras, fut de se tourner vers l'ecclésiastique et de lui dire « Vous voyez, monsieur, comment même mes amis, tout à mon émotion, je ne réfléchis pas alors à cette manière d'en tirer avantage, mais en y pensant quelquefois depuis ce jour-là, j'ai toujours jugé qu'à la place de Diderot, ce n'eût pas été là la première idée qui me serait venue. » Puis vient le temps des désaccords. En 1753, Rousseau réussit à faire représenter à la cour son intermède en un acte, Le Devin du village. Premier opéra où le compositeur et le librettiste sont le même homme. Puis il se retire à la campagne pour se consacrer à l'écriture, ce que Diderot a du mal à comprendre. Rousseau fait l'éloge de la vie en ermite et Diderot trouve excessif ce goût pour la solitude. j'aimais... Non, c'est toi. Il n'y a que le méchant qui soit seul. Écrit Diderot dans l'un de ses livres. Rousseau en prend ombrage, croyant cette phrase tournée contre lui. J'aimais tendrement Diderot. Je l'estimais sincèrement. Et je comptais avec une entière confiance sur les mêmes sentiments de sa part. Mais, excédé de son infatigable obstination à me contrarier éternellement sur mes goûts, mes penchants
ma manière de vivre et surtout ce qui m'intéressait que moi seul. Révolté de voir un homme plus jeune que moi vouloir à toute force me gouverner comme un enfant, rebuté de sa facilité à promettre et de sa négligence à tenir, ennuyé de tant de rendez-vous donnés et manqués de sa part et de sa fantaisie d'en donner toujours de nouveaux pour y manquer d'Herchef, gêné de l'attendre inutilement 3 ou 4 fois par mois, les jours marqués par lui-même, et de dîner seul le soir, après être allé au-devant de lui jusqu'à Saint-Denis et l'avoir attendu toute la journée, j'avais déjà le cœur plein de ses torts multipliés. Et Diderot d'écrire à Rousseau: Vous n'êtes pas de mon avis sur les ermites. Dites-en tant de bien qu'il vous plaira. Vous serez le seul au monde dont j'en penserai. Encore, y aurait-il bien à dire là-dessus, si l'on pouvait vous parler sans vous fâcher. Puis, comme dans toutes les amitiés tumultueuses, il y a des moments de réconciliation. Que l'embrassement d'un ami peut effacer les torts. Quel ressentiment peut, après cela, rester dans le cœur? Nous eûmes peu d'explications. Il n'en est pas besoin. Pour des invectives réciproques, il n'y a qu'une chose à faire, savoir les oublier. Mais d'autres motifs de brouille surgissent. Diderot s'en plaint en écrivant à son ami: Il est certain qu'il ne vous reste plus d'amis que moi, mais il est certain que je vous reste. Adieu, mon ami. Je vous ai aimé il y a longtemps. Je vous aime toujours. Si vos peines sont attachées à quelques mésentendus sur mes sentiments, n'en ayez plus. Ils sont les mêmes. De son côté, Rousseau écrit, ayant cessé de voir Diderot: En rompant avec Diderot, que je croyais moins méchant qu'indiscret et faible, j'ai toujours conservé dans l'âme de l'attachement pour lui, même de l'estime et du respect pour notre ancienne amitié que je sais avoir été longtemps aussi sincère de sa part que de la mienne. Formule d'un musicien-philosophe qui ressemble étrangement à celle que, plus d'un siècle après, Nietzsche, philosophe-musicien, écrira à propos de Wagner.
Romain Rolland et ses doubles. Romain Rolland, écrivain et musicologue, dans son célèbre roman fleuve Jean-Christophe, raconte, quelques années avant la Première Guerre mondiale, l'amitié exaltée entre un compositeur allemand vivant en France, Jean-Christophe, et un écrivain français, Olivier. Ce roman, qui lui vaudra le prix Nobel en 1915, est la célébration conjointe de l'amitié et de la musique. L'amitié entre Jean-Christophe et Olivier se développe sous le signe de l'attirance, de l'affinité, mais elle lie aussi deux hommes que bien des choses séparent. L'un musicien, l'autre écrivain, et surtout l'un allemand et l'autre français, dans le climat d'hostilité entre ces deux nations, après la guerre de 1870 et avant celle de 1914. Toutefois, ces différences, loin d'amoindrir leur amitié, la rend intéressante et enrichissante pour l'un et l'autre. Leur amitié était un bienfait pour tous deux. La présence de l'ami communique à la vie tout son prix. C'est pour lui que l'on vit, qu'on défend, contre l'usure du temps, l'intégrité de son être. Ils s'enrichissaient l'un de l'autre. Olivier avait la sérénité de l'esprit et le corps maladif. Christophe avait une puissance forte et une âme tumultueuse. Maintenant qu'ils étaient ensemble, ils se sentaient bien riches. Ils s'émerveillaient de ce qu'ils découvraient l'un dans l'autre. Chacun apportait des richesses immenses dont lui-même, jusque-là, n'avait pas pris conscience. Olivier, la vaste culture et les génies psychologiques de la France. Christophe, la musique intérieure de l'Allemagne et son intuition de la nature. Christophe ne pouvait comprendre qu'Olivier fût français. Son ami ressemblait si peu à tous les Français qu'il avait vus. « Mon pauvre ami, lui dit Olivier, que sais-tu de la France ?» Olivier apprend peu à peu à son ami allemand à découvrir la France au-delà des caricatures qu'il s'en fait. Il lui apprend notamment à faire attention à la recherche des musiciens français qui, dans la discrétion et l'intimisme, cherchent à sortir de l'emphase romantique de la musique allemande, celle de Wagner principalement. L'art français, comme une odeur de fraises mûres, monte des bois d'automne chauffés par le soleil. La musique était l'un de ces petits fraisiers dissimulés dans l'herbe. Christophe avait d'abord passé, sans le voir, habitué dans son pays à des buissons de musique bien autrement touffus. Mais voici que le parfum délicat le faisait se retourner. Avec l'aide d'Olivier, il découvrait au milieu des ronces et des feuilles mortes qui usurpaient le nom de musique, l'art raffiné et ingénu d'une poignée de musiciens. Sous la grâce nonchalante et le dilettantisme apparent de ces petites pièces pour piano, de cette musique française de chambre, sur laquelle l'art allemand ne daignait pas jeter les yeux, et dont Christophe lui-même avait négligé la poétique virtuosité, la fièvre du renouvellement, l'inquiétude inconnue de l'autre côté du Rhin, avec laquelle les musiciens français cherchaient dans les terrains incultes de leur art les germes qui pouvaient féconder l'avenir. Entre tous les grands ouvriers qui avaient forgé la musique française, une figure lui était chère, celle de César Franck. Ce maître angélique, ce saint de la musique, conservant dans une vie de gêne le labeur dédaigné, inaltérable sérénité de son âme patiente, dont le sourire résigné éclairait l'œuvre de bonté.
littéraires sont des histoires d'amitié. Les amis ont envie de faire des choses ensemble, même s'ils pratiquent des arts différents. Au début du XXe siècle, il y a eu de nombreux mouvements de cette sorte, comme Dada ou le surréalisme. L'aventure des ballets russes en est un des meilleurs exemples. Des amitiés si nouent entre danseurs, peintres, poètes et compositeurs. Élève de Rimsky-Korsakov, Diaghilev fonde sa propre compagnie de danse en 1911 et jusqu'à sa mort en 1929, il produira de nombreux spectacles novateurs en réunissant beaucoup d'artistes. Il présentera ses créations dans des tournées internationales tout en restant très présent à Paris et à Monte-Carlo. Dès 1912, Jean Cocteau, un jeune poète de 23 ans, entre en relation avec les ballets russes et participe à plusieurs projets, dont le plus célèbre est Parade, en 1917, avec Picasso et Satie. Cocteau raconte cette aventure artistique et amicale dans Le Coq et l'Arlequin. Il y évoque sa rencontre et son amitié avec Stravinsky. Les choses se passent en mai 1913. C'est la première représentation du Sacre du Printemps. Le poète écrit « La salle joua le rôle qu'elle devait jouer. Elle se révolta tout de suite. On rit, conspua, siffla, imita les cris d'animaux. Et peut-être se serait-on lassé à la longue si la foule des esthètes et quelques musiciens, emportés par leurs zèles excessifs, n'eussent insulté, bousculé même le public des loges. Le vacarme dégénéra. À 2 heures du matin, Stravinsky, Nijinsky, Diaghilev et moi, nous nous empilâmes dans un fiacre et nous nous fîmes conduire au bois de Boulogne. On gardait le silence. La nuit était fraîche et bonne. Arrivé au lac, Diaghilev, matelassé d'opossum, se mit à marmotter en russe. Je sentais Stravinsky et Nijinsky attentifs. Et comme le cocher allumait sa lanterne, je vis des larmes sur la figure de l'impresario. Il marmottait toujours, lentement, infatigablement. « Qu'est-ce » demandai-je. « Du Pouchkine. » Vous n'imaginez pas la douceur et la nostalgie de ces hommes. C'est de ce fiacre que date notre véritable amitié avec Stravinsky. Il retournait en Suisse. Nous correspondîmes. J'eus l'idée de David et j'allais le rejoindre à l'Essin. Le génie ne s'analyse pas mieux que l'électricité. On le possède ou on ne le possède pas. Stravinsky le possède. Il ne s'en préoccupe pas.
Très proche des musiciens, Cocteau, en même temps qu'il participe au ballet russe pendant la Première Guerre, fédère quelques jeunes compositeurs dont il est l'ami. C'est la naissance de ce que l'on nomme le groupe des 6, en référence au groupe des 5, cette réunion des 5 grands compositeurs russes du XIXe siècle. De même que le groupe des 5 s'est forgé un idéal musical dans le sillage de Glinka, de même le groupe des 6 se réfère à une figure qui sert de modèle, celle d'Éric Satie, dont Cocteau est l'ami. Cocteau transformait ses nombreuses amitiés en projets artistiques, en écoles ou en mouvements d'avant-garde. Sur Éric Satie, il écrit, juste après la mort de celui-ci, « J'ai admiré, aimé, aidé religieusement Éric Satie. Il allonge la liste des deuils qui me rendent la vie écœurante. Lorsque Satie me boudait, me jouait de ces tours qui le fâchèrent peu à peu avec ses camarades. Je m'interrogeais et je découvrais en moi une mauvaise herbe à la base de son prétendu caprice. La mauvaise herbe arrachée, je voyais Satie revenir. Il m'enseigna les perspectives du temps, le ridicule d'attacher la moindre importance aux éloges comme aux insultes. Plaire, déplaire, exprès, lui semblaient des attitudes incompréhensibles. Il adoptait d'emblée la position intenable. Il avait une patience d'ange. Aussi eûmes-nous, entre 1917 et 1924, le spectacle de ce que les horticulteurs appellent floraison tardive. Satie, qu'on croyait sec, se chargea de fleurs, de fruits. Ses branches candides embaumèrent, nourrirent la jeunesse fatiguée par trop d'artifices.
qu'ignore et l'ami mort. Parfois, l'amitié meurt avant l'ami. D'autres fois, l'ami meurt avant l'amitié qui attache à lui. L'écrivain et musicien Pascal Quignard, né en 1948, a perdu un ami peintre qui se nommait Louis Cordès. Il médite sur la mort qui vient séparer les amis. Je l'avais rencontré rue Montorgueil, chez Gisèle Ceylan, devant une longue table brune. Il était né le 14 août 1938 à Marseille. Il s'appelait Louis Cordès. Il peignit et dessina. Il mourut tout à coup le jeudi 9 juin 1988. Un cancer dont il ne perçut peut-être que l'incompréhensible fatigue et une hémorragie l'emportèrent. Il avait 49 ans. Tous les matins du monde sont sans retour, et les amis. Tacite dit qu'il n'y a qu'un tombeau, le cœur de l'ami. L'amitié, à peu près comme la haine, est une aimantation irrésistible qui attire dans ce qu'on ignore. Par elle, on a l'impression qu'on va être introduit dans un monde qui échappe à celui où nous piétinons. Avec son ami Louis Cordès, qui les illustre, Pascal Quignard publie 4 livres. Mais il n'est pas d'amitié qui ne comporte de secrètes ruptures et son lot de déceptions. Cordès délaisse un peu l'art pour fonder une revue politique. Quignard note: Louis Cordès était de ces hommes qui peuvent abandonner l'art pour des idées. Et c'est ainsi qu'il s'égara. Louis préféra la politique et la raison. Il fonda la revue Raison. Je n'y participais pas. Je refusais. Je pris distance en le lui signifiant brutalement. Il en souffrit. Quignard, lui aussi, rompit. Et lui, ce fut avec son violoncelle qu'un jour il ne toucha plus. Avec la musique même qu'il prit en haine. J'ai laissé se détendre les cordes sur le violoncelle. Je ne monte plus à la tribune des orgues. Je ne mets plus en route les vents. Je ne m'assieds plus devant les claviers jaunes. Istar prit une harpe et s'accouda au rocher devant la mer. Vint une grande vague de la mer qui s'immobilisa et lui dit: pourquoi chantes-tu? L'homme est sourd. Je fuis la musique infuyable. L'expression haine de la musique signifie à quel point la musique peut devenir haïssable pour celui qui l'a le plus aimé. Alors cette pièce n'est pas précisée dans le programme, je crois. Donc il s'agit en fait d'un extrait des Folies d'Espagne de Marin Marais, dans un arrangement pour flûte seule. Et j'espère que le vent va me laisser mes partitions.
s'intéressa de plus en plus à la gravure, au point d'écrire l'histoire d'un graveur dans Terrasse à Rome. Après la mort de son ami, Quignard écrit: Derrière le visage d'un homme qui a été mon ami, c'est une terrible noirceur que je perçois, qui se condense dans le vide comme un trou de noirceur. Une noirceur plus concentrée qu'une nuit, plus concentrée qu'une de ses gravures, plus effervescente, la suie même. Je deviens plus impétueux à obéir, les yeux fermés à ma propre nuit. Le silence de l'ami musicien, la réponse à la nuit de l'ami où est entré l'ami graveur, la nuit de la mort. Comment garder le silence le plus noir? Comment le garder contre la musique elle-même qu'Ignore répond par l'écriture? Le livre est un morceau de silence dans la main du lecteur. Celui qui écrit se tait. Celui qui lit ne rompt pas le silence. C'est du silence figé qui a figé. Toute œuvre écrite, vraiment écrite, est un silence qui parle. Tacite dit qu'il n'y a qu'un tombeau, le cœur de l'ami.
Ruidi.